Ici votre commandant de bord qui vous parle. Il est 15h35 heure locale. Nous atterrissons à Reykjavik dans 6 minutes. Attachez vos ceintures. Il souffle un vent latéral de force 6. La température au sol est de 2 degrés. Le temps est sec, mais la météo est peu favorable pour ces prochaines 48 heures. Mesdames et messieurs les touristes, il faudra vous y faire. Nous sommes aux portes de l'enfer. Daniel, notre guide pour tout le circuit, est au poste de pilotage comme copilote. Le bus doit dater des années 1965 environ. Espérons que l'on ne retrouvera pas très bientôt la boîte à vitesse sur la route. Aujourd'hui 17 juin, c'est jour de fête nationale en Islande. C'est le jour de naissance de John Sigurdsson, défenseur de l'indépendance. Sur les bords de la route, vous voyez beaucoup de lupins d'Alaska qui furent plantés pour lutter contre l'érosion due au vent et aux précipitations. Depuis lors, ils ont envahi toute l'île. Comme vous pouvez l'observer, ici la route est bien droite, mais de chaque côté c'est la désolation. Des surfaces de lave refroidies depuis longtemps et une faible végétation, aucun arbre. Pour l'Islande verte, il faudra attendre. Ces champs de lave sont dus à l'éruption au XIVe siècle de volcans qui courent le long de la côte sud de la péninsule. Ils sont actuellement considérés comme éteints, mais la zone est traversée par la faille tectonique dont nous aurons l'occasion de reparler au cours du voyage. Au loin, levée dans une petite crique, la petite ville d'Hafnarfjörður, 19 000 habitants, appartenant à la grande banlieue de Reykjavik. Les légendes affirment que c'est là qu'habite la majorité des elfes. Quand je vois ces gros nuages noirs, j'ai envie de dire quelques mots sur le climat. Grâce à un embranchement du Gulf Stream, le courant d'Irminger, ce courant chaud qui parcourt l'Atlantique Nord, les températures sont moins extrêmes que dans d'autres régions de même latitude. Le climat est océanique, très changeant sur les côtes, de type toundra au centre de l'île, long hiver et courte période de croissance végétale. En principe, les températures oscillent entre plus et moins 30 degrés. Nous arrivons dans les faubourgs de Reykjavik, capitale du pays, avec ses 170 000 habitants, soit environ le tiers de la population du pays. Cité habituellement très calme, elle se voit envahie par la fièvre du vendredi soir, attirant une jeunesse de toute l'Europe du Nord, désirant profiter des nuits blanches de juin, éclairées par le pâle soleil. Au loin, la flèche de l'église luthérienne, tout en béton, haute de 75 mètres, construite entre 1945 et 1986. L'hôpital, dont la partie la plus ancienne date de 1930. Les constructions dans ce quartier périphérique sont typiques d'une certaine architecture locale, aussi rencontrée dans d'autres pays nordiques. Les façades et le toit sont en tôle ondulée et bien souvent de couleur vive. Nous voilà au pied de l'église luthérienne qui fut jusqu'en 2008 le plus haut bâtiment de la ville jusqu'à la construction de la tour Smaratorg. Son style dominant est l'expressionnisme. Elle est consacrée à un pasteur, poète, écrivain du XVIIe siècle qui s'appelait Hallgrímur Pétursson. Les orgues basaltiques stylisés. Alors des vrais orgues basaltiques, on en verra sur la grande plage noire là, de Vik, l'avant-dernier jour. Très belle. Ensuite, vers l'intérieur, bon, vous verrez de vous-même, c'est très, très sobre. Effectivement, dès l'entrée, on est frappé par la sobriété, on peut presque dire le dénuement. Pas de tableaux ou peintures, pas de lustre clinquant. À part sur les côtés 2 vitraux peints, les autres sont en verre transparent. L'orgue majestueux compte plus de 5200 tuyaux. Le mobilier est en bois clair, probablement du pin. Seul petit luxe, les bancs sont rembourrés, ce qui est très souvent le cas en Islande. La statue qui est devant, c'est la statue de Leifur Eriksson, Leifur l'Heureux on l'appelle, et son père Erik, fils d'Erik, Eriksson, fils d'Erik, il a colonisé le Groenland donc au Xe siècle.
Nous descendons maintenant vers le centre de la vieille ville, ce qui nous permet d'admirer la façade principale de l'église. Encore ces bâtiments en tôle ondulée qui datent de la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est ce que l'on faisait de mieux pour se protéger du vent et des intempéries. Petit clin d'œil vers les trolls, ces êtres souvent malfaisants, difformes, qui habitent les forêts et les montagnes et hantent le folklore scandinave. Les façades sont très colorées, parfois avec des graffitis, en ville ou à la campagne, ce qui donne un peu de gaieté à certains paysages ternes si la végétation est absente. Une ancienne prison, elle est construite avec des pierres qui se trouvaient en fait sur la colline, là où se trouve la grande église. Et donc après, quand on a construit à l'extérieur de Reykjavik une prison un peu plus importante quand même et un peu plus moderne, celle-ci, ça servait pour les gardes à vue. Et maintenant, il y a plus, ça ne sert plus du tout de prison. Ici, le début de la zone piétonne, territoire des ours polaires et des valeureux vikings. En Islande, les fontaines délivrent toujours de l'eau potable et dans les restaurants, la carafe est gratuite. Le bâtiment est, on va dire, extrême. À droite, là-bas, vous avez ce qu'on appelle Harpa avec un H. C'est la maison de la musique. Premier concert en 2011. Je vous conseille fortement le dernier jour, quand vous avez besoin un petit temps libre, d'aller là-bas et de rentrer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez ces formes, vous avez des formes géométriques, des octogones, des pentagones, des machingones, comme c'est polygone. Devant nous, ce bâtiment blanc était primitivement une prison. Il fut ensuite occupé par le représentant du roi du Danemark. Il faut effectivement se rappeler que jusqu'au 1er décembre 1918, le pays était sous la coupe du Danemark. Aujourd'hui, c'est le secrétariat du Premier ministre qui occupe les lieux. C'est l'un des 3 édifices les plus anciens de Reykjavik. Le Parlement, voilà, alors c'est facile, il a été construit en 1881, 80-81. Le 9, c'était le numéro du roi du Danemark de l'époque, et donc c'est Christian IX. Et finalement, ils l'ont laissé. La couronne en haut, c'est la couronne danoise qui évidemment n'a plus lieu d'être, mais enfin, ils l'ont quand même laissé. Alors ce bâtiment, il est en pierre, et la pierre, elle vient, pareil, de la colline, c'est comme la prison. Vous regardez, c'est la même pierre que la prison. Ça vient de la colline où se trouve la grande église maintenant. Ici, la vieille église d'Alpingissusid. L'architecture typique des églises du 19e siècle, assez simple. On en verra en campagne, dans la campagne, sans entrer dedans, on les verra beaucoup plus simples. Alors celle-ci, elle a eu quand même des malheurs, c'est qu'un jour, à la sortie de la messe, il y a la tour qui est fissurée, qui a failli s'effondrer sur les fidèles, donc ils sont dépêchés de remonter. Là, la statue de John Sigurdsson, héros de l'indépendance, qui réussit à supprimer le monopole danois, interdisant toute fabrication sur place. C'est dans ce quartier que furent bâties les premières maisons de la capitale. Ici, la mairie, construite dans les années 1980-90, très décriée à l'époque parce que ne s'harmonisait pas avec les autres bâtisses. Voici une image du lac Tjörnin que j'ai pris sur Internet pour vous montrer qu'à Reykjavik, il peut y avoir du soleil. Mais j'ai plutôt l'impression que celui-ci se protège de la pluie. Il est bientôt 20 h, le moment d'aller casser la croûte et de se laisser inviter à un somptueux repas de bienvenue. Il est 21 h. Nous nous rendons à notre hôtel en dehors de ville en traversant des quartiers chics. Puis changement de décor, des sortes de casernes toutes construites après la Deuxième Guerre mondiale pour héberger les soldats anglais puis américains stationnés dans le pays.
Le dernier jour de notre circuit, retour à Reykjavik avec arrêt au bord de la mer près du centre des congrès et de la salle de musique Harpa. C'est le quartier moderne et commercial de la ville. Il était prévu la construction de tout un quartier d'affaires dont on voit bien les chantiers en cours. Mais en raison de la crise de 2008, seul ce bâtiment a été terminé. L'orchestre symphonique et l'opéra d'Islande y sont rattachés. Le premier concert y fut donné le 4 mai 2011. En 2013, le bâtiment a remporté le prix Mies van der Rohe de l'Union européenne pour l'architecture contemporaine. À part les salles de concert et de congrès, on trouve des boutiques et un restaurant, ainsi que des informations en multimédia sur l'ensemble du pays. C'est l'artiste renommé Olafur Eliasson qui a réalisé la structure des vitraux en s'inspirant des colonnes basaltiques que l'on trouve en Islande. C'est un ensemble de combinaisons de régularité et irrégularité qui crée une sorte de chaos et un résultat imprévisible. Les vitres, qui sont incorporées, reflètent des couleurs différentes en fonction de l'angle d'attaque de la lumière. Depuis ce bâtiment, on a une vue sur le port qui n'a pas l'importance de celui de Seyðisfjörður dans les fjords de l'Est, où arrivent tous les ferrys du Danemark, de la Norvège ou de l'Écosse. Par contre, on y rencontre des bateaux de croisière. Le vieux port de pêche est devenu un endroit branché avec des restaurants chics.